Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour pouvoir profiter de ce FIC pour parler de Nice 2 avec vous toutes et vous tous. Donc, je suis sous-directeur stratégie à l'ANSSI et j'ai prévu de parler en français, mais si jamais la traduction en anglais ne marche pas, il faudra que je switch en anglais. Et donc, du côté de l'ANSSI, nous sommes concernés bien évidemment sur Nice 2, dans tout ce qui est sa transposition, sa mise en œuvre, et dans la suite de Nice 1, bien évidemment. Marcin? Good afternoon. Bonjour tout le monde. Je travaille au cabinet du Premier ministre polonais en charge de la cybersécurité. Je suis à la tête de l'unité qui s'occupe de la coopération internationale. Donc merci de me recevoir. Et je suis ravi de voir autant de gens présents ici qui s'intéressent à cette nouvelle directive et nouvelle réglementation. Merci beaucoup. Je suis directeur des activités cybersécurité pour le contrôle commande et l'instrumentation des réacteurs nucléaires, également d'une ligne de service au profit des industriels, notamment qui pratiquent des activités critiques comme la nôtre. Merci. Bonjour à tous. Thibaut Meyer. Moi, je suis directeur cybersécurité chez Google Cloud. Donc voilà, la directive Nice, c'est un sujet dont nous parlent beaucoup de nos clients et puis qui va nous concerner nous-mêmes. Bonjour à tous, Brice Gilbert, je suis responsable de certification chez AFNOR Certification, l'organisme de certification du groupe AFNOR. Donc moi je m'occupe de certification en lien avec la cybersécurité, notamment la certification liée à la norme ISO 27001 qui concerne déjà certains organismes qui vont être inclus dans NIS 2 et également des évaluations SecNumCloud pour le compte de l'ANSSI. Voilà, moi j'essaierai d'apporter l'œil du certificateur et l'œil également du normalisateur, puisque je fais partie de la commission de normalisation en lien avec la cybersécurité. Merci à tous pour cette première introduction. J'ai l'impression qu'il y a un souci avec la traduction. The live translation is not working, apparently. Yeah. Unfortunately not. Okay. I don't know if we have somebody from the organization here or not. Can we make a test regarding the translation? So maybe I can start anyway with the beginning of the presentation. Donc on peut commencer avec le début de la présentation. Vous savez qu'on va parler de NIS 2 et peut-être que vous vous rappelez, avant NIS 2 il y avait NIS 1 et c'était déjà une longue histoire. On a la chronologie ici avec les différents textes et leur transposition et on démarre un nouveau cycle avec NIS 2. Donc c'est un nouveau cycle et on est au milieu du cycle. Le texte a déjà été validé au niveau de l'Union européenne, mais on est toujours en cours de validation, de traduction, transposition au niveau national. Donc c'est quelque chose qui va se produire dans les mois à venir. Et un des principaux changements de NIS 2, c'est l'extension des différents secteurs couverts par la réglementation. Vous voyez ici une cartographie des secteurs concernés par les deux directives NIS avec quelques nouveaux secteurs, comme vous pouvez le voir, qui sont relativement importants. L'aérospatiale, gestion de l'urbanisme, les égouts, gestion des égouts. Et il y aura également une toute nouvelle catégorie d'entités qui sont des entités importantes et vous voyez tous les secteurs concernés ici. Donc, c'est vraiment une extension énorme en ce qui concerne les entreprises et son impact sur elles. Alors, peut-être avant d'aborder la question du texte et comment ça va être décliné dans les différents pays, une première question. Alors, vous avez participé aux discussions, vous avez participé à l'initiation du texte. Alors, peut-être pouvez-vous revenir sur les moteurs clés de NIS 2 et ce que vous en retenez. Yves, si vous voulez commencer. Donc, je vais commencer en anglais en espérant que la traduction fonctionne.
Donc, la directive NIS 2 n'est pas née simplement parce qu'il fallait mettre à jour NIS 1. C'est plutôt que la situation a évolué depuis 2013, donc le tout début des négociations. Et la première chose, c'était que le niveau de menace a augmenté. Et quand je regarde au paysage des menaces en 2022, récemment, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les 26 autres États membres, et on a tous vu la même chose. On a tous vu les mêmes augmentations de menaces, et en particulier tout ce qui est rançongiciel et menaces importantes et visibles, et cyberattaques visibles qui ont un large impact. On a exactement la même analyse dans tous les États membres. Donc, le niveau de menace a augmenté et la plage de cibles, la gamme de cibles s'est également élargie. Et quand on regarde la directive NIS 1 en France, notre analyse est que c'était une réussite. Par contre, bien que c'était une réussite, pour les infrastructures critiques, l'échelle est maintenant sous-dimensionnée par rapport à l'état actuel des choses. Il faut augmenter le niveau de cybersécurité pour de nouvelles entités, et NIS 1 ne permettait pas ça. On a vu également qu'il y avait un niveau élevé d'hétérogénéité quand on parle de transposition de directives européennes dans les différents États membres. Donc, on avait ce besoin de mieux confronter la menace et d'adapter la gamme d'entités concernées et d'essayer de rehausser, d'améliorer l'homogénéité, de rendre tout ça plus homogène. Et c'est pourquoi nous avons été les promoteurs en France dès les premiers jours d'une directive très ambitieuse qui est NIS 2. Donc, en France, on a été vraiment des soutiens, fervents soutiens des propositions très ambitieuses de la Commission dès le début. Et on a également eu l'occasion d'être à la table des négociations pour la période d'essai sous la présidence française de l'Union européenne. Et nous sommes très heureux de voir où ça nous a menés. Et au final, comme vous pouvez le savoir, donc le périmètre a beaucoup augmenté avec de nouveaux secteurs concernés, mais également des secteurs tout à fait nouveaux comme l'administration publique et avec une gamme non définie d'administration locale. Donc un périmètre tout nouveau, élargi, et en plus de ça, on ne se contente pas d'englober uniquement les infrastructures critiques, mais également toutes les entités qui jouent un rôle dans le fonctionnement quotidien de l'économie et de la société, avec des seuils très bas, donc ce qui nous amène même au niveau des PME, des petites et moyennes entreprises. Donc voilà pour cette première partie. Donc ça nous apporte plus d'uniformisation, d'homogénéité à travers la norme au niveau européen. Et la directive elle-même va plus loin que la précédente. Et puis ça a été l'occasion également de donner une mise en place formelle pour le groupe Cyclone, qui a rassemblé toutes les autorités européennes en charge de la cybersécurité pour tout ce qui est gestion et mettre fin aux crises. Et ça, on est capable de le faire de manière plus efficace et mieux coordonnée. Merci Yves. Je viens de réaliser que je ne me suis pas présenté. Donc, je suis un des partenaires de Wavestone et avec Wavestone, et je suis l'animateur de... Alors, merci, monsieur. Je vais essayer de vous donner plus d'informations.
et une lecture plus large et horizontale de notre point de vue. Alors, il faut garder à l'esprit que le monde change à tous les jours. Donc, quand on a mis en œuvre NIS 1, on a déjà repéré qu'il y avait certains manques dans certains secteurs, mais qu'on souhaitait quand même réglementer de la même manière, dans le même esprit en matière de cybersécurité, et en même temps l'approche pour les infrastructures critiques et tout ce qui touche à l'informatique, les objets connectés commence à faire partie du quotidien commun et courant. Donc, d'un point de vue polonais, c'est également très important. Et de nos jours, on a environ 400 opérateurs de services essentiels juste dédiés à NIS 1. Et si on regarde les différents États membres, et on voit des différences, notamment les seuils d'identification qui permettent de qualifier les opérateurs d'essentiels ou non, par exemple. Donc, c'est une des différences entre la directive NIS 1 et NIS 2. Ensuite, les entités donc de petite et moyenne taille seront dans le périmètre maintenant. Et même niveau micro, des micro-entreprises peuvent être qualifiées d'essentielles. Donc, elles peuvent maintenant être désignées comme des opérateurs de services essentiels. Et c'était notre ambition était que NIS 2 doit être une réglementation plus horizontale et non verticale. Et d'autres secteurs, d'autres réglementations sectorielles, par exemple, aujourd'hui on traite de CRA, par exemple, donc ça va concerner, mais en même temps, ça va s'inclure dans tout ça. Donc voilà ce que je souhaite dire en premier. Merci. Peut-être une autre question à vous deux. On parle toujours des difficultés pour les entreprises privées ou le secteur public de se conformer à la réglementation, mais pour vous, les autorités réglementaires, par rapport à ces autorités, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Peut-être Martin, pour commencer? Oui, alors bien sûr, les principaux défis d'un point de vue administration publique seront le dimensionnement et le nombre, le chiffrage des entités qui entreront dans le périmètre. Par exemple, en Pologne, comme je disais plus tôt, on en a à peu près 400 à l'heure actuelle, mais on a un système décentralisé, donc on a plusieurs autorités compétentes dans différents secteurs. Par exemple, sous l'égide du Premier ministre, on réglemente les infrastructures numériques et on gère 10 opérateurs de services essentiels parce qu'ils remplissent, ils ont atteint les seuils de qualificatifs, mais après NIS 2, ça sera 300 entités. Donc, de notre point de vue, ça va être un grand défi pour être en phase avec la réglementation et de réglementer, contrôler, suivre et également gérer les contacts récurrents avec les différentes entités. Donc voilà le premier point. Le deuxième point, c'est un petit peu l'inverse, c'est du point de vue inverse, c'est-à-dire les entités devront remplir un certain nombre d'obligations liées à la gestion du risque, notamment. Donc, on voit que les principales problématiques seront les entités de taille moyenne, parce qu'il leur manque beaucoup d'expertise informatique, et souvent, ils doivent externaliser la cybersécurité, les services liés à la cybersécurité. Donc, on va essayer de faire tout en notre pouvoir pour les aider de différentes manières, comme par exemple avec le projet P ou d'autres projets nationaux
pour bâtir leur capacité et ils seront en mesure à ce moment-là de remplir leurs obligations. Merci. Yves, tu souhaites compléter? Oui, quelques points. Le premier point, c'est pas réellement un défi, mais plus une contrainte de mon point de vue. On doit terminer la transposition au niveau national, en loi nationale, d'ici octobre 2024. D'ici là, bien sûr, Nice 1 est toujours en vigueur. Les entreprises, les entités, les organisations qui sont concernées par Nice 1 doivent continuer à se conformer à ces obligations et les entités qui ne sont pas encore dans le périmètre doivent se préparer ou poursuivre leur activité. Mais donc, la date butoir d'octobre 2024, c'est pas si loin. C'est un avenir très proche et on a un enjeu qui consiste à ce que j'appellerais en français la lisibilité. Donc, c'est-à-dire de s'assurer que la réglementation que l'on crée par la transposition est cohérente avec beaucoup d'autres réglementations, avec la réglementation française, par exemple, la loi sur la cybersécurité. Également, ça doit être cohérent avec la réglementation DORA pour le secteur financier. On doit également être cohérent avec la directive REC. Donc, la tâche n'est pas très simple. Et on apporte beaucoup de soins à ne pas ajouter des couches à un millefeuille déjà compliqué. Donc, c'est un gros effort qu'on essaie de déployer pour atteindre cette cohérence entre les différentes réglementations. Et également, tout comme on l'avait fait pour Nice 1, on veut élaborer la transposition tant que possible dans un mode co-création avec les opérateurs qui seront réglementés. Parce qu'on a ce but de transposer, ce but d'avoir une transposition ambitieuse, et c'est ambition, et ça doit le rester, mais en même temps, on doit être réaliste. Et à travers cette réglementation, on devra réglementer les entreprises de petite et de moyenne taille. On a une grande responsabilité, mais pour elles, le fardeau doit rester raisonnable et acceptable. Donc, on a cet objectif, ce but de co-construire et de pleinement utiliser les possibilités qui sont mises à notre disposition pour avoir une proportionnalité selon l'état des opérateurs, différencier les exigences d'opérateurs essentiels et d'opérateurs qui sont importants, ça va faire la distinction. Et autre chose qui n'est pas réellement visible, mais qui a déjà commencé, on a déjà eu des échanges à travers des associations professionnelles et on va démultiplier tout ça. On va aller au contact de tous les secteurs durant le second semestre. Pour l'instant, on se concentre sur le projet de loi, mais toutes les exigences pratiques qui incomberont aux opérateurs quant à leur mise en œuvre, ça se passera pendant le second semestre et on attend beaucoup de ces consultations. Merci Yves pour les précisions. Je crois qu'on attend tous que ces nouveaux contrôles soient définis et c'est un des plus grands défis de savoir quel sera exactement le niveau d'exigence dans chaque pays, mais également entre les pays. On se souvient de NIS 1, des difficultés qu'on avait avec des entreprises qui avaient différentes règles et qui avaient des activités dans différents pays. Marcine, dans ta situation, comment on définit le contrôle?
les mesures de sécurité qui s'appliqueront aux opérateurs. Alors, en Pologne, on essaie de remplir toutes les mesures de sécurité et on travaille actuellement à ça. Donc, j'espère qu'on sera prêt en ce sens. Et bien sûr, cette directive est beaucoup plus large en termes de perspective. Et c'est quand même une tâche assez difficile, mais en même temps, un peu comme on le voit dans le secteur des infrastructures numériques, il faut également attendre la loi sur la mise en œuvre de la Commission pour pouvoir donner des consignes directes. Donc, il faut attendre octobre 2024. Et là, ensuite, les opérateurs de services essentiels dans ce secteur seront en mesure de commencer à remplir leurs obligations. Donc, ça va être un travail énorme, hein. Donc, tu disais également ce qui se passe au niveau de la commission et j'ai cru comprendre que certains principes, comme par exemple avoir une qualification mutuelle ou réciproque, il y a Brice de chez AFNOR qui a l'habitude de faire des évaluations de niveau de sécurité. Peut-être que tu veux compléter ce qui a été dit sur cette approche transnationale. Donc, pour veiller à un déploiement harmonisé entre les pays de NIS 2, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des guides de référence acceptés par tous les pays et mis en place par tous les pays, des textes de référence qui pourraient être appliqués et reconnus par chaque État. Et dans un deuxième temps, il est nécessaire aussi, pour suivre la mise en place des exigences qui sont définies dans les textes mutualisés, de mettre en place des systèmes de contrôle et de vérification de la bonne application des textes, eux aussi mutualisés, harmonisés entre les pays. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que à la suite de l'implémentation de NIS 1, certains pays avaient imposé le fait d'être certifié ISO 27001, donc c'est une norme internationale, pour les opérateurs de services essentiels, alors que d'autres pays, donc ça c'est le cas de la Belgique par exemple, d'autres pays comme la France avaient défini eux-mêmes dans leur loi nationale par décret, donc c'est le cas de la France, 23 mesures de sécurité, et imposé aux opérateurs de services essentiels d'être audités par des cabinets qualifiés PACI sur une base annuelle. Donc là, on est sur deux méthodologies différentes dans l'élaboration de critères, de mesures de sécurité et dans l'élaboration de la vérification. Et donc ça, c'était. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans certains, en France par exemple, certains acteurs qui aujourd'hui ne sont pas concernés par NIS 1 vont être concernés par NIS 2 suite à l'extension du périmètre. C'est le cas des hébergeurs de données de santé à caractère personnel, qui eux aussi ont des obligations. Par exemple, ils ont une obligation d'être certifiés ISO 27001 eux aussi. Donc ça a suivi la mise en place du RGPD. Et donc, il y a la possibilité de se référer à des normes ou de créer de nouvelles normes, bien entendu, mais il y a un mécanisme qui a été défini dans le Cyber Security Act en 2019 qui donne un cadre pour élaborer des certifications reconnues au niveau européen avec différents niveaux en termes d'exigence, le niveau élémentaire, le niveau élevé et le niveau substantiel. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, en général, sur ce genre de texte, donc les autorités nationales, comme l'ANSSI en France, sont beaucoup plus impliquées, avec un certain niveau d'expertise. Ça permet d'aboutir à des textes avec un niveau de complexité élevé pour correspondre aux enjeux élevés des activités des organismes concernés par NIS 2. On va bien au-delà de la norme. Donc il y aura la nécessité d'élaborer des textes, et donc ça pourrait être dans le cadre des mécanismes de certification élaborés définis dans le Cyber Security Act, ça pourrait être une voie, la normalisation pourrait être une autre voie, et on peut également s'intéresser à ce qui a été fait et prévu dans le cadre du RGPD, qui est une autre réglementation européenne. Donc le RGPD n'a pas, il n'y a pas de mécanisme de reconnaissance de certification tel que défini dans le Cyber Security Act prévu dans le RGPD. Ce qui était prévu dans le RGPD,
c'est la reconnaissance par les autorités de contrôle de certains mécanismes de certification et codes de conduite qui peuvent être élaborés par exemple par le secteur public, par le secteur privé, pardon, par des consortiums qui peuvent présenter leurs textes, leur méthodologie de mise en conformité au RGPD aux autorités de contrôle pour des validations. Ça a été le cas d'un code de conduite par exemple pour les hébergeurs de données, le CISPE. Ça a été également le cas pour une certification élaborée par un consortium luxembourgeois. Donc là, c'est une autre méthodologie. En termes de méthodologie de contrôle, le RGPD, on peut regarder ce qui a été fait aussi. Le RGPD a prévu des contrôles inopinés par les autorités de contrôle. Donc il n'y a pas d'audit en lien avec la cybersécurité sur une base annuelle qui ont été imposés. C'est des audits plutôt impromptus par les autorités de contrôle sur une base, sur un échantillonnage. Et donc ça, c'est une autre méthodologie de contrôle qui peut être envisagée aussi. Merci pour tous ces éléments. Là, on a donc vu, alors, la bonne nouvelle, c'est que la traduction marche maintenant, qu'on va pouvoir passer en français pour la majorité des intervenants. Donc là, on a vu plutôt le côté autorité, quelque part. Si on regarde maintenant le côté de ceux qui vont devoir se mettre en conformité, donc des questions plutôt pour vous, Pierre-Marie, Thiébaut. De votre point de vue, aujourd'hui, par rapport où on en est, par rapport au texte précédent, par rapport aux investissements qui ont pu être faits ces années précédentes, et on sait qu'il y en a eu beaucoup de faits, quels vont être les challenges principaux que vous pouvez anticiper par rapport à la mise en place de la directive, alors que ce soit pour vous ou pour vos clients? Peut-être Pierre-Marie pour commencer? Merci, avec plaisir. Ce qu'on peut anticiper, c'est déjà qu'il va falloir continuer à faire de l'awareness auprès des COMEX. Rappelez pourquoi est-ce qu'on doit réserver un accueil à la NIS 2, même si de toute façon il n'y a pas vraiment à négocier, mais pourquoi est-ce qu'il faut pas en avoir peur, et pourquoi est-ce qu'il faut l'anticiper sereinement? Parce qu'il faut se rappeler qu'on a du retour d'expérience, notamment en France sur la loi de programmation militaire, que ça a permis d'accroître la considération de la place cyber dans les projets. Nous, entre nous, on est tous convaincus, bien sûr, on est tous, pour une majorité d'entre nous, du domaine, mais c'est encore difficile de faire la cybersecurity by design dans les projets, dans les programmes, dans la planification budgétaire, par exemple, dans les programmes d'assurance. Donc là aussi, c'est un levier qui nous permet d'avoir une place et qui nous permet d'objectiver aussi des mesures en ce qui concerne la protection cyber. C'est également un avantage compétitif à ne pas négliger pour des entreprises qui sont aussi internationales. Lorsque vous êtes un opérateur qui est régulé en France sous le coup de la loi de programmation militaire ou sous le coup de la directive NIS 2 à l'échelle européenne, là aussi, c'est des avantages compétitifs. Ça rassure les autorités avec qui vous intervenez à l'international. Moi, je vois d'autres gains qu'on a vraiment sentis dans mes activités passées et présentes. C'est aussi un gain de crédibilité et de confiance vis-à-vis des parties prenantes. Les parties prenantes, ça peut être vos assureurs, par exemple. Je citais les clients tout à l'heure, mais les assureurs sont, vous savez, c'est pas simple le marché de l'assurance dans la cybersécurité. Tout ce qui peut vous aider à structurer et à prouver vos qualités en termes de cyberdéfense, de cybersécurité, là aussi, on a des gains. Autre gain qu'on peut réexpliquer, c'est les avantages de la standardisation. Voilà, au sein de l'entreprise, on se met tous d'accord sur les règles qu'on doit respecter donc vis-à-vis de la loi de programmation militaire lorsqu'on est concerné, vis-à-vis de la NIS 2 lorsqu'on va être concerné. Et donc, c'est de la standardisation en interne. On sait sur quoi on doit progresser, on sait quels sont nos indicateurs, nos KPI à surveiller, mais aussi c'est de la standardisation, bien sûr, à l'échelle européenne, soit parce que on a des entreprises qui exportent ou qui font du transfert au sein de l'Union européenne. Donc là aussi, c'est beaucoup plus facile de se reconnaître lorsqu'on partage un même référentiel, celui de la NIS 2 en l'occurrence. Donc là aussi, c'est des gains de compréhension, de visibilité. Donc en fait, il y a plein de gains et d'opportunités qu'on peut saisir dans la NIS 2 qu'il faut réexpliquer, je pense, sereinement à nos COMEX. Et puis après, les challenges, ça va être, on va pouvoir les développer après, mais ça va être
on va rentrer dans le dur de la planification budgétaire, d'avoir un four-year plan, d'avoir des provisions sur le CAPEX. Sur la programmation militaire, on a pu voir que certains programmes, certaines entreprises, c'était une augmentation de 20 à 30% dédiée à des budgets sur des systèmes qui étaient concernés. Donc voilà, il va falloir clairement rentrer dans la planification budgétaire, rentrer dans la planification opérationnelle. Comment est-ce qu'on met en place nos systèmes de détection, de gestion des vulnérabilités, de réaction aussi, parce que derrière, on a 24 heures pour déclarer un incident, enfin, avec la NIS 2, 72 heures pour le rapport complémentaire. Il faudra être prêt à faire tout ça, il faudra être prêt à réagir, à faire la notification. Il faudra également embarquer la supply chain, qui n'était pas prévue dans le scope de la NIS 1, qui l'est dans la NIS 2. Donc là aussi, il faudra de la planification, et puis la planification avec les systèmes de contrôle interne, d'audit interne, pour que la compliance soit prise en compte également par ces organes-là. Oui, le passage à l'échelle va être quelque chose de très important, effectivement. Thibaut, côté Google, comment est-ce que vous envisagez ce sujet-là? Alors, excusez-moi. Alors, on a déjà, c'est vrai que nous, on est concerné par NIS 2 sur ce que j'ai dit au tout début, sur 2 niveaux. Alors déjà, on sera dans le périmètre de cette directive en tant que fournisseur de services cloud. Alors pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. On attend encore un acte d'exécution, le fameux article 21.5. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas encore beaucoup plus de précision. Il va falloir aussi qu'on choisisse une autorité compétente au sein de l'un des pays membres. Donc voilà. On est également concerné par cette directive parce que nos clients sont dans le périmètre, au moins une bonne partie de nos clients. Et on est, on va dire, on doit être intégré dans ce chemin de conformité avec eux sur les grands piliers, sur la gestion du risque, sur les mesures de sécurité. On a évoqué la supervision, la notification des incidents. Donc voilà, on est partie prenante voilà, dans de cette équation. Donc voilà, il faut également qu'on se mette en ordre de marche là-dessus. Alors, on en a déjà parlé, mais pour moi, vraiment, un des enjeux fondamentaux, ça va être cette harmonisation. Alors, on opère, nous, dans tous les pays membres de l'Union européenne, certains de nos clients également, en tout cas dans une bonne partie de ces pays membres. Donc, il faudra qu'on arrive à, et c'était souligné par les intervenants précédents, à avoir à la fois des règles qui sont cohérentes, des règles aussi qui sont cohérentes entre les pays, qui sont cohérentes entre les réglementations, y compris les réglementations sectorielles, et également on va dire des méthodes d'évaluation. Mon collègue Lafner en a parlé, des critères que l'on puisse retrouver, voilà, que l'on puisse étendre à l'ensemble des pays. Voilà. On n'est pas une mosaïque réglementaire. Et sinon, alors bien sûr, je reçois ce qu'a dit mon collègue de Framatome, c'est voilà, se mettre en ordre de marche, sensibiliser en interne, et voilà, et toujours essayer de monter ce niveau de sécurité. Et encore une fois, l'objectif est vraiment positif, c'est être plus résistant, monter globalement ce niveau face aux nouvelles menaces, et voilà, apporter de la confiance dans cet univers. Brice, peut-être côté AFNOR, justement, comment on va pouvoir se préparer aussi à l'arrivée de ces différentes réglementations et peut-être se baser sur des choses qu'on a déjà faites, ou comment vous voyez-vous sur ce côté évaluation, l'arrivée de ce texte? Ce qu'on peut mettre en avant, c'est que depuis la mise en application du RGPD en 2018, les entreprises, quasiment la totalité des entreprises d'ailleurs, ont dû mettre en place des process pour traiter, détecter et gérer les notifications de violations de données, les violations de données à caractère personnel. Donc ça rejoint un peu la nécessité de détecter des incidents de sécurité et de mettre en place des process en interne pour faire part, notifier les incidents sous 72 heures. Donc tous ces process-là, ils pourront être réutilisés, adaptés, en incluant des différents experts dans d'autres départements pour pouvoir répondre aux enjeux de NIS 2. Pour la partie mesures de sécurité aussi, normalement, dans le RGPD, il est mentionné que toutes les entreprises doivent mettre en place des mesures techniques et organisationnelles en lien avec les risques pour les libertés et les droits des personnes. Donc ça, c'est une chose normalement qui a déjà été faite. Elles pourront s'appuyer sur ce socle-là, les organismes assujettis à NIS 2, les compléter, attendre les lois nationales
pour compléter un peu leur socle de sécurité et monter en niveau. Et donc nous, personnellement, au sein de l'AFNOR, on essaye de montrer l'exemple. On s'est fait certifier sur l'ISO 27001, notre DSI, pour pouvoir justement être pertinent quand on parle de mise en place de mesures de sécurité. Pour une fois, les cordonniers ne sont pas forcément les plus mal chaussés. C'est une bonne chose. Merci pour ces différents éléments. En fait, il y a un débat sur lequel j'aimerais avoir aussi votre point de vue, je pense à tous. On dit toujours, bah voilà, la réglementation, c'est bien, elle va m'amener finalement à augmenter mon niveau de sécurité sur un certain nombre de sujets, mais ce n'est pas forcément toujours les sujets sur lesquels moi je vois le plus de risques, parce que je peux avoir des enjeux business, des enjeux métiers qui peuvent être différents. Comment bien équilibrer finalement ces deux sujets et comment aussi passer le message auprès de sa direction générale de l'intégration finalement de ces différents sujets les uns avec les autres. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut prendre la parole particulièrement sur ce point-là. Pour commencer, Pierre-Marie peut-être Oui, comme je rappelais tout à l'heure, je pense que c'est à peu près le même message. Il y a cet équilibre à trouver. Je pense que ça permet aussi de donner de la visibilité. Parce que la cybersécurité, encore une fois, on est entre nous, ou entre personnes intéressées par le domaine, mais il faut vraiment se mettre à la place de personnes qui sont dans le métier, dans la production, et donc, ou dans la partie projet, y compris hors cybersécurité. Et donc, au moins, ça nous permet d'avoir de la visibilité. Ça nous permet d'avoir des KPI très précis. Et donc... aussi, ça permet d'accompagner la performance de l'entreprise, je pense. Thibaut ? Un mot là-dessus. En effet, hein, c'est peut-être le plus compliqué lorsqu'on parle cybersécurité, c'est arriver à avoir une posture en interne de son entreprise cohérente. Voilà. Avoir un niveau de sécurité cohérent, ne pas investir, voire surinvestir dans certains secteurs, et puis voilà, et laisser, on va dire, de côté d'autres aspects. Après, bon, alors on attend bien sûr encore les exigences techniques, les contrôles de sécurité qu'il faudra concrètement mettre en œuvre. Mais déjà, lorsqu'on lit la réglementation, lorsqu'on lit que ce soit les considérants ou les articles, on voit déjà des grandes tendances qui se dessinent. On parle dans ces considérants de zéro trust, on parle de résilience, on parle, et ça a été rappelé tout à l'heure, de tout ce qui est protection de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Donc voilà, on peut déjà aussi se préparer sur ces grands sujets, sur ces grands enjeux. Alors nous, c'est ce qu'on fait en interne pour nos besoins propres depuis un certain moment. Et puis aussi, voilà, c'est sur ce type de sujet qu'on accompagne nos clients pour les faire progresser et commencer cette préparation en anticipant les mesures concrètes. Très bien. Yves, un avis sur ces sujets additionnels ? Oui, merci beaucoup. Évidemment, le point de vue du régulateur sur ce sujet-là est un peu particulier, mais on l'a bien en tête. Et c'est bien pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de co-construire avec les opérateurs régulés, l'enjeu, c'est bien pour nous de garder la recherche d'une réglementation, d'un niveau d'exigence qui soit ambitieux, mais réaliste. Donc on est dans cette recherche d'équilibre, et cet équilibre, on ne peut pas le construire tout seul du côté de l'administration. D'où ce besoin de consultation extrêmement fort. Après, quand on regarde du niveau des opérateurs importants, qui vont être probablement le plus grand nombre d'opérateurs régulés, et au sein de cette population-là, on va avoir beaucoup de PME. L'enjeu pour nous, bien évidemment, ça va être de garantir que les basiques soient systématiquement mis en œuvre. Et je parle bien de basiques. L'enjeu pour nous, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas de trous béants sur des opérateurs qui jouent un rôle important. Mais c'est les basiques, dans le fond, que tout le monde devrait mettre en œuvre. L'enjeu pour nous, c'est vraiment, sur ces opérateurs régulés, avoir des garanties sur le fait que ces basiques sont vraiment mis en œuvre. Et pour aider peut-être les chefs d'entreprise notamment, mais même aussi les directeurs d'administration, même les élus à la tête de collectivités territoriales, à prendre en compte la réalité des enjeux en matière de cybersécurité. Et croyez-moi, bien souvent, ce n'est pas du déni, c'est juste de la méconnaissance. Ce qu'on a pu voir, c'est l'intérêt aussi de réaliser des campagnes d'exercice. Et à l'occasion d'un exercice qu'on a organisé
en fin d'année dernière à grande échelle, l'exercice Rempart 22, et qu'on n'aurait pas pu faire sans le soutien du Club de la continuité d'activité et du campus cyber. On voit comment, au travers d'exercices, on arrive à faire prendre conscience à des chefs d'entreprise, à des responsables de métiers, en quoi ils sont concernés. Et donc on a cet enjeu en parallèle du développement de la réglementation, de réussir à mener des actions pratiques pour réussir à éclairer et faire comprendre quelle est la réalité de ce qu'on promeut, et qu'effectivement entre nous on comprend très bien, hein, mais naturellement pour réussir à motiver, à mobiliser sur des investissements, il faut réussir à faire comprendre. Et oui, effectivement, j'adhère complètement à l'idée de l'exercice de crise pour faire prendre conscience. C'est quand même quelque chose qui marche extrêmement bien. Martin, complementary word on that, on what are the... Voulez-vous peut-être expliquer comment vous pouvez commencer l'implémentation et vos conseils aux entreprises dans votre pays peut-être? Oui, alors concernant la perspective des autorités compétentes, je pense que nous devons être rappelés que la phase digitale, si elle n'est pas adaptée à la situation, nous sommes en retard. Donc en effet, chaque jour, le digital évolue. Donc nous, en tant que régulateurs, nous sommes également opérateurs, et les entités qui essayent d'étendre et voulons être en mesure de réagir par rapport aux menaces. Et nous avons encore beaucoup de choses à faire pour y parvenir. Donc, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons essayer, nous devons nous former, utiliser toutes nos ressources disponibles afin d'en faire des forces et d'être plus résilient à des attaques potentielles. Mais bien sûr, l'année dernière, à cause de la pandémie et de la guerre en Ukraine, nous a démontré qu'il était possible d'avoir beaucoup de menaces, beaucoup de vecteurs, et nous devons être capables de réagir. Et ça, c'est pour moi la chose la plus compliquée, c'est d'être au même niveau et d'être prêt à faire face à des attaques de tout angle. Donc, par exemple, en Pologne, nous essayons de construire une capacité en cybersécurité, une base de données gouvernementale avec des informations disponibles aux citoyens et aussi aux professionnels. Pour les professionnels, nous avons des recommandations très strictes en termes de secteur. Pour les citoyens, nous essayons de donner autant d'informations possibles pour leur montrer et leur enseigner comment exercer de la cybersécurité, parce que nous savons que si nous voulons être à 100% en sécurité en termes de cybersécurité, nous devons beaucoup travailler là-dessus. Mais en même temps, nous ne sommes pas dans l'espace cyber, dans la cyberspace. Donc aujourd'hui, désormais, nous pouvons tous y travailler. Nous devons donc trouver un équilibre afin de répondre à chaque besoin nécessaire. Nous devons faire tout ce qui est en notre mesure pour sécuriser les infrastructures qui sont sensibles, l'énergie, l'eau, etc., les parties les plus importantes, en somme, pour la société. Donc, à n'importe quel prix, nous devons être sécurisés de la meilleure façon possible. C'est, à mon avis, les facteurs les plus importants. Et aussi du pourquoi on le fait et pourquoi ça arrive. Parce qu'on voit souvent l'effet oh là là, il va falloir encore que je fasse quelque chose, mais la finalité est quand même bien là et bien importante. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions de la salle, questions qui peuvent être, à mon avis, nombreuses vu la profondeur et la largeur des sujets. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà des questions? Donc n'hésitez pas à lever la main. Normalement, quelqu'un va faire circuler un micro.
première on en a deux. J'allais dire la première est toujours la plus difficile, mais on en a déjà deux, donc très bien. Oui, il y a un verre là-bas. Merci. Ghislaine Lebrun, conseil régional de Bretagne. J'ai deux questions. La première, vous avez parlé des exercices, de campagne d'exercice. Est-ce que c'est une des pistes à envisager pour la mise en œuvre de la NIS 2 au sein des organisations, que ce soit privées ou publiques? Donc ça, c'est ma première question. Et est-ce que vous allez aborder aussi un petit peu plus concrètement les mesures qui vont nous impacter dans un an, à peu près? Je pense que la question est surtout pour toi, Yves. Oui, et puis peut-être qu'il y aura un point de vue polonais par ailleurs. Du côté français, donc les exercices, je crois qu'on est un certain nombre dans la salle du coup à penser que c'est vraiment un outil très très important. C'est une question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que ça vaudrait la peine d'imposer aux opérateurs régulés de faire un exercice de manière périodique, d'une part pour faire prendre conscience initialement des enjeux et de la réalité de ce dont on parle, et puis ensuite, les fois d'après, plutôt pour tester les process et améliorer les process. Donc la question aujourd'hui, on se la pose. Je n'ai pas la réponse, je ne peux pas vous dire, d'autant plus que quand je vous dis qu'on va rentrer dans une phase de co-construction au second semestre, c'est pas juste comment dire, un paravent, c'est réel. Donc il va falloir qu'on en parle pour voir si une mesure telle que celle-là a un sens et a une importance forte. Donc du coup, je ne sais pas vous dire aujourd'hui exactement. Quant au reste des mesures, c'est exactement pareil. On a des idées, bien sûr, du côté de l'ANSSI. Et les premières idées, notamment pour les opérateurs essentiels, c'est de regarder les mesures qu'on a imposées aux opérateurs de services essentiels et d'en tirer le retour d'expérience pour se dire, bon, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui manque. Donc, nous, en interne, on a déjà commencé ce travail-là. Mais, à nouveau, c'est les consultations qu'on va faire au second semestre qui nous aideront à savoir où atterrir. Donc là, j'ai un peu développé pour les opérateurs essentiels. Pour les opérateurs importants, je renvoie à ce que je disais un petit peu plus tôt. Pour nous, l'enjeu sera probablement, mais là encore, on va en parler avec des représentants des secteurs concernés au niveau des opérateurs importants, mais très probablement, la logique, ce sera de prendre les très basiques et de les imposer. Mais des basiques que normalement on devrait avoir partout. Mais aujourd'hui, de fait, on se rend compte qu'on est obligé d'imposer certaines choses à des opérateurs, même petits, parce qu'ils jouent un rôle important pour la vie quotidienne des citoyens. Des basiques qui sont, on le sait aussi, parfois longs et complexes à appliquer, vu l'historique accumulé, on va dire. Mais je ne remets pas du tout en cause le fait qu'il faille le faire. Je dis juste que l'effort, quelque part, est des fois important et ça va demander pas mal d'énergie, finalement, dans les différentes structures. Mais c'est un bien. Et peut-être juste pour réagir par rapport à ça, quand je dis les basiques, je ne dis pas qu'on va imposer les 42 règles de l'hygiène de l'ANSSI aux opérateurs importants. Hein. Ce n'est pas ça ce que je dis. Hein. Je parle vraiment des basiques. D'accord. Martin, you want to comment on... Martine, vous voulez rajouter quelque chose si vous avez peut-être une crise particulière? Oui, bien sûr. Tous les mois, nous effectuons des exercices en termes de cybersécurité, en termes de mesures de sécurité. La base est bien entendu le ISO 27001. Et c'est donc notre base, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons attendre les notifications de la Commission en ce qui concerne les secteurs de l'infrastructure digitale pour voir quelles seraient les conditions requises en termes d'assessment de risque dans les divers... Oui, mais en même temps, bien sûr, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, toutes les entités, en particulier les petites ou les moyennes,
les petites, les PME devraient construire une capacité parce que beaucoup d'entre eux ont des failles et des manquements en termes de cybersécurité et au gouvernement, nous en sommes conscients et nous devons leur offrir cette base de connaissances et les éduquer de la meilleure façon possible. Et aussi une autre, si certes NASC, la recherche académique, y est fort attachée. L'Institut de la recherche académique publique offre des sessions de formation pour le public ou des institutions également privées pour leur permettre de renforcer leur cybersécurité. Devant, oui. Noémie Honoré, donc Wavestone. Moi, je travaille à Bruxelles. Vous avez beaucoup parlé d'enjeux de coordination, harmonisation, et je partage complètement l'enjeu à la fois dans le paysage réglementaire avec toutes les lois, les directives qui sortent, mais aussi entre pays. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe en ce moment? Je pense qu'on est tous impatients de savoir quelles vont être les règles dans les transpositions nationales, et on en sait peu. Mais concrètement, qu'est-ce qui est mis en place à l'échelle européenne et comment est-ce que vous travaillez ensemble pour qu'il y ait des synergies? L'enjeu pour nous, on est consultants, on travaille dans différents pays. C'est parfois assez difficile sur Nice 1 de pouvoir collaborer ensemble avec des éléments qui peuvent être similaires, qu'on travaille en Belgique, en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Ça a été très différent sur Nice 1. Est-ce que sur Nice 2, on va voir des choses plus concrètes? Oui, donc là, c'est en termes de directive, tous les États membres vont choisir leur chemin pour implémenter justement on parle déjà de Nice 3 pour implémenter les réglementations. Je pense que de votre perspective, il sera difficile d'avoir une bonne visibilité parce que vous voyez déjà des différences entre États membres. Mais en même temps, les États membres peuvent choisir les lignes de base existant déjà dans le Nice 1, mais s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent augmenter les mesures de cybersécurité, ils le peuvent. Donc personne ne peut vraiment les arrêter. S'ils veulent le faire, ils le feront. Donc de cette perspective, je pense que nous aurons des différences entre nous. Et je n'ai pas vraiment, je suis désolée, de réponse dans votre cas. Ça fait pas longtemps que nous avons eu ce marché, donc c'est assez récent pour nous. Mais comme je l'ai dit plus tôt, la base, c'est bien entendu ISO 27001. Et les conditions requises déjà existantes de Nice et des autorités compétentes de Nice 1. Donc pour moi, voilà, voilà, merci. C'est une histoire un petit peu différente de mon collègue. Le point un peu important pour cette harmonisation, enfin il y en a deux. Le premier, c'est que Nice 2 est une directive qui va un peu plus loin que Nice 1 en termes de prescriptivité de la nature des exigences qui doivent porter sur les opérateurs régulés. Donc on va déjà une étape plus loin. Il y a quelques objectifs qui ont été fixés dès la directive. Après, ça reste à décliner. Cette déclinaison-là, c'est quelque chose qui a fait l'objet de beaucoup de discussions depuis Nice 1 déjà, dans ce qui a été créé par Nice 1 et qui a été repris dans Nice 2, qui est le groupe de coopération. Donc on a un groupe de coopération qui rassemble les autorités nationales dans le développement d'objets de nature politique cyber. Et c'est notamment grâce au groupe de coopération qu'on a eu le succès sur l'analyse de risque commune 5G, qui a donné lieu à la toolbox européenne 5G. Donc ce groupe-là, il marche bien depuis Nice 1. Et dans ce groupe de coopération, ça fait déjà quelques années qu'on s'est mis d'accord sur un équivalent européen du NIST Framework, donc le cadre NIS, qui de fait n'est pas celui qui a été exactement mis en œuvre dans tous les pays.
qui, de fait, est assez aligné avec ce qu'on a fait en France, mais ce n'est pas un document que la France a pondu toute seule. C'est un document qui a fait l'objet de négociations, de discussions, et donc on a quelque chose qui est une base de départ, un noyau commun qui est pas de la norme dure, hein, c'est pas dans la directive, c'est un document de guidance commun, et on est en train de le revoir en ce moment, et dans l'ensemble, on est plutôt aligné. Donc, on a cet élément-là qui doit être un fil directeur, un code des pirates pour les États membres à traduire chacun dans sa mise en œuvre de la directive. Et ce groupe de coopération, donc, il sert à ça. Il sert aussi à négocier les mesures qui vont apparaître dans les actes d'exécution que la Commission va devoir prendre, d'une part sur la régulation des entreprises de services numériques, des clouders, des data centers, etc. Donc des catégories d'opérateurs frontaliers par construction. Et donc les règles qui vont être applicables à ces opérateurs-là vont être transfrontalières par construction. Et puis aussi sur la partie notification d'incidents, c'est pareil, c'est aussi un acte de la Commission qu'on est en train de discuter dans le groupe de coopération. Puis enfin, dernière chose importante, le groupe de coopération a aussi donné lieu à un groupe de travail qui permet à tous les chefs de projet de transposition nationale, et je me tourne vers le chef de projet français, dont je tairai le nom, mais qui est dans la salle, et ça permet à ces 27 chefs de projet de se retrouver et d'échanger, de discuter et de voir comment, dans chaque pays, les choses sont entrevues. Et donc, on essaye d'harmoniser le plus possible, et de fait, on peut s'attendre à ce que, une fois que dans le NIS 2, on aura déjà progressé, on aura été vers plus d'harmonisation. Ensuite, NIS 3, le passage à un règlement soit pas trop douloureux. On voit un chemin finalement qu'on avait suivi un peu sur les données à caractère personnel progressivement, et quand on arrive à un certain niveau de maturité, peut-être passer effectivement à un règlement. Merci pour tous ces détails, je pense que c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois deux au moins. Bonjour, Augustin de Solaire, Crédit Agricole. Est-ce que vous pourriez davantage développer sur le réseau Cyclone, s'il vous plaît, qui est lié donc à NIS 2, il me semble? Oui, bien sûr. Donc, l'initiative est de rendre les États membres plus résilientes face aux incidents. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous coopérons sur de nombreux problèmes, et je pense que nous allons dans la même direction. Nous coopérons également en raison de la guerre en Ukraine. Donc, nous essayons aussi d'échanger des informations concernant ce problème. Je ne peux pas vous donner de détails concernant cela, bien sûr, mais ça commence à fonctionner. Nous pensons que nous sommes en train de construire et d'instaurer une notion de confiance dans la sphère de cybersécurité, et devenons par conséquent plus résilients. Nous devons également trouver la façon comment nous pouvons instaurer le cyclone dans la structure. Dans NIS 2, c'est donc l'opportunité de se faire, d'inclure le cyclone, d'implémenter ces blocs dans la structure. Donc c'est en effet quelque chose sur lequel nous travaillons, et nous essayons de trouver la meilleure façon de le faire. Donc en fait, Cyclone, là typiquement c'est quelque chose qui est né de l'initiative des États membres et qui ensuite a été gravé dans le marbre d'une directive parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien. Et ce réseau Cyclone, donc il n'existait pas dans NIS 1. NIS 1 a créé le réseau, bon, d'une part des autorités compétentes sur la partie réglementaire, le groupe de coopération dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis le réseau des CSIRT. Et ce réseau des CSIRT, il fonctionne bien, mais il échange des éléments très techniques. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de ces échanges-là, on avait besoin de pouvoir échanger
jusqu'à un niveau des... il y a quelques mois, je vous aurais dit des Guillaume Poupard, aujourd'hui je vous dis des Vincent Strubel, de l'Union européenne, pour que, en fonction des événements un petit peu significatifs, soit qui arrivent à un endroit de l'Union européenne et qui méritent une information des autres, soit sur des phénomènes un peu transverses, qu'on partage notre appréciation des impacts, notre compréhension un petit peu fine, de manière à réussir à avoir une vision d'ensemble la plus complète possible, à la fois pour chacun dans nos États membres prendre les meilleures décisions possibles en termes de gestion de crise, quand on en arrive à la crise, et puis aussi d'ailleurs pour partager de l'information avec la Commission européenne, parce que la Commission européenne, de fait, elle n'est pas indifférente aux crises qui se passent sur le territoire de l'Union, donc elle a besoin d'être alimentée et de pouvoir éventuellement réagir politiquement, communiquer. Et puis aussi, on s'est rendu compte que c'était un outil formidable pour réussir à se renforcer les uns les autres, c'est-à-dire que quand on décide de prendre une mesure nationale de réponse à une crise, si on est 2, 3, 10, 27 qui réussissons à aligner notre réaction, alors on se renforce mutuellement, et à l'inverse, quand on ne se coordonne pas et qu'on prend des mesures différentes, et même légèrement différentes, ça nous fragilise. Parce que tout le monde nous questionne, non, mais pourquoi vous avez fait ça, les voisins n'ont pas fait ça, tout ça est bien pensé. Voilà un petit peu ce qu'on voit comme vertu à ça, Claude. Merci. Il y avait une autre question tout au fond de la salle. Voilà, le micro arrive. Merci. Elmedi Arad de Malakoff Humanis. En fait, je veux savoir quand est-ce qu'on aura la liste des sociétés concernées en fait, par la liste 2, en fait, parce qu'actuellement, il y a des secteurs, mais on n'a pas la liste figée des sociétés ou des entreprises qui seront concernées. Et quel est le process de notification? Quand est-ce qu'on aura la liste des sociétés qui seront concernées? Mais je crois que la directive marche par des niveaux de critères aussi, de taille d'entreprise. Oui, comme je l'ai dit précédemment, c'est un processus d'identification autonome. Les entreprises dans le secteur au moins de taille moyenne seront déjà comprises dans cette étendue. Quand l'entreprise est petite au micro, ce sera très essentiel que les autorités compétentes identifient au cas par cas celles qui doivent être concernées. Et je pense que la liste de tous les États membres, cette liste, nous l'aurons dans le secteur d'infrastructure digitale, et cette liste sera donnée à NIS 1, mais ça ne sera pas la liste publique. Beaucoup d'entreprises seront concernées parce que les seuils sont quand même entre guillemets assez bas, et c'est bien l'enjeu de la directive que d'étendre son champ d'application et d'arriver à une société numérique qui soit encore plus résiliente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je vois une question, j'ai encore deux questions. Il y avait une dame sur la gauche, voilà, qui lève la main, parfait. Alors il nous reste 10 minutes, donc on va être, je pense, aussi concis dans les questions et les réponses pour essayer de tout traiter. Merci. Je suis Sandrine Tracy, Airbus. Que va-t-il se passer pour les entreprises transfrontalières, en particulier les entreprises qui sont beaucoup d'entités dans toute l'Europe? Quel sera leur sort en cas de transposition contradictoire des directives? Est-ce qu'on pourra être exonéré de suivre les règles d'un pays au lieu de s'astreindre à suivre les règles de tous les pays dans lesquels on est implanté une par une? Ou comment ça va se passer, voilà, au niveau aussi des rapports d'incidents, des rapports à l'ENISA,
On a une seule Europe, mais on a beaucoup de pays. L'exonération, je ne sais pas si c'est un concept qui a été prévu dans la directive. Peut-être qu'on peut poser la question à ceux qui étaient dans les groupes de travail. Oui, donc c'est une très bonne question. Et en tant que autorité compétente, nous rencontrons des problèmes par rapport à cela, compte tenu de nos opérateurs essentiels. Un est en France, le H-Cloud, qui fournit des services aux Polonais dans le secteur de la DNS, et le deuxième est à Chypre. Donc, nous nous demandons comment approcher ces problèmes de juridiction. Entre autres, nous avons des collègues nous travaillons avec des collègues qui doivent désigner des autorités compétentes, mais concernant celle de Chypre, nous avons décidé que nous devons désigner ces autorités compétentes nous-mêmes parce qu'ils ont des serveurs en Pologne. Donc, j'essaie de répondre à votre question, mais la directive NIS 2 impose que cela dépendra de la juridiction du pays principal. Si par exemple à Tahiti, son installation principale est en Pologne, nous serions responsables de la réglementation de cet opérateur. Et c'est comme ça que nous allons procéder. Bien sûr, s'il y a des entités à l'extérieur, en dehors de l'Europe, ce sera la même règle. Ils devront avoir une entité présente dans un des États membres. Et ce sera les États membres qui appliqueront leur réglementation. Bon. J'espère que ce sera une question pour nos autres intervenants. Parfait. Merci. Alors, pour moi, j'ai deux questions. La première, c'est effectivement, vous avez précisé que les opérateurs essentiels, le scope d'intervention, il est beaucoup plus grand. Donc, il y a une complexité sur l'effort à faire, contrairement aux PME qui sont inclus actuellement au niveau de NIS 2. On voit bien à partir de 50 employés, donc il y a pas mal de PME qui sont inclus. Et ma question, c'est que la situation, on aura probablement moins de scope, mais la problématique pour les PME, c'est plus un problème de budget. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on sait très bien, le budget de la cybersécurité, c'est pas négligeable du tout. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut appliquer la loi, les mesures que vous allez définir, mais on n'a pas les moyens de les faire? J'ai entendu dans une conférence, je pense hier ou avant-hier, que dans la région parisienne, on peut donner 5 000 € pour commencer, comme une petite aide. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est juste on en parle pour en parler? Et la deuxième question, c'est en termes de compétences. On a pas mal de fois entendu parler des compétences et que manque de compétences sur la cybersécurité et tout. Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, entre l'AFNOR et l'ANSSI, est-ce que vous prévoyez peut-être des accompagnements ou des formations au personnel IT des PME pour les monter en compétences sur les sujets de la cybersécurité, que ce soit au niveau de la sensibilisation ou au niveau de l'accompagnement technique lors des implémentations? Voilà, merci. Merci. Peut-être une réponse côté AFNOR pour commencer, et puis après côté Google et Framatome sur l'histoire des budgets, pour comment on fait sur les budgets. Oui, alors ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup de formations qui existent et qui sont assujetties à CPF. Donc je pense à des formations sur l'implémentation de l'ISO 27001, l'implémentation de la méthode EBIOS, d'analyse des risques, à la continuité d'activité, cybercrise. Il y a plusieurs formations qui existent, donc en effet, je recommanderais aux organismes
pour monter en compétence de faire former du personnel en interne. Et est-ce que l'AFNOR envoie des SMS pour le CPF ou pas? C'est juste une blague. Donc ça peut être une idée. Et concernant les moyens limités des sociétés, donc je pense que ce que je vais ajouter, c'est qu'il est important de maîtriser un socle de sécurité de base. Et pour aller plus loin, ça va passer par une approche par les risques, parce qu'on ne pourra pas tout couvrir, il faudra prioriser. Donc ce qu'il est nécessaire de faire, je pense, c'est de se former à la gestion des risques cyber, à la méthode EBIOS et à d'autres méthodes associées. Évidemment, voilà, faire l'écho de ce qui m'a été dit. En effet, on ne peut pas traiter tous les problèmes en même temps. Il faut choisir ses combats et donc en effet revenir à une approche par les risques, où je dois investir pour que c'est le plus d'impact, où je dois concentrer mes efforts et comment je gère voilà, ces priorités dans le temps. Mais il est évident que ce soit pour des PME, mais même pour des entreprises plus importantes, on ne peut pas forcément avancer sur tous les fronts en même temps. Donc voilà, c'est revenir à voilà, quels sont les principaux risques sur mon métier, comment ça se traduit concrètement, et voilà, comment je peux faire ma feuille de route et avancer en termes de priorité. Pierre-Marie, un complément? De même, approche par les risques, de toute façon, ça tombe bien, elle est prévue dans la directive NIS 2, c'est une provision de manière à prioriser les budgets. Après, donc, nécessité d'avoir du budget, de faire du budget de planning vraiment assez long, 4 ans, 5 ans, vraiment avoir des réserves de CAPEX qui soient bien identifiées aussi pour pas que ça devienne une bosse budgétaire, ce qui gêne toujours les entreprises. Et puis, c'est bien normal. Et puis, enfin, voilà, pas non plus considérer prendre juste un petit peu de recul, en profiter pour prendre un petit peu de recul, pas considérer que c'est parce qu'on répond à l'ensemble des points de la directive ou parce qu'on a prévu tout le budget qu'il fallait et qu'on a acheté tout le matériel nécessaire ou l'équipement, c'est pas du tout technocentré. Il faut prendre là aussi un petit peu de recul. Il y a une partie organisationnelle qui est assez forte, qui coûte pas forcément beaucoup d'argent. Vous mentionniez tout à l'heure la partie exercice. C'est un excellent levier là aussi pour déclencher beaucoup de choses, beaucoup d'awareness et puis concrètement voir si ce qu'on a mis en place d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technologique, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, il faut que ça marche. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on le voit. Et en plus, ça permet là aussi de sortir du seul champ cyber, parce que quand vous mettez en face des négociateurs de rançon, des prestataires de réponse sur incident, la partie légale, les métiers, la DSI, tout ce monde-là, la partie, tout ce monde-là ensemble, ça permet aussi de sortir de notre bulle cyber. C'est un excellent levier. Merci pour cette réponse. Moi, je retiendrai quelque part un peu en conclusion ce thème de l'analyse de risque. Je pense que c'est l'analyse de risque qui a mené à la directive aussi NIS, comme c'était évoqué, et puis l'analyse de risque que chacun devra faire aussi dans son périmètre pour bien identifier là où il va falloir sécuriser tout ça conformément au texte. En tout cas, un grand merci à tous nos intervenants, un grand merci à vous aussi dans la salle. Et puis, Yves, tu veux faire un dernier mot? Oui, une petite annonce pour les futurs opérateurs régulés en France. Donc un webinaire sera organisé mi-mai d'information. Et donc si vous veillez un petit peu les réseaux sociaux, le site web de l'ANSSI, vous verrez à un moment donné la possibilité de vous y inscrire. Ah ben c'est une excellente nouvelle. Et ben donc merci à tous, merci à nos intervenants et puis bonne fin de FIC.